Bonjour, aujourd'hui on reçoit Bena Jude ou Jude, je sais pas comment ça se prononce. Tu vas nous présenter ton travail sur les dérives sectaires parce que tu m'as dit qu'on disait pas secte, on disait dérives sectaires. Oui, Ok, c'est je te ça. laisse te présenter. Alors, c'est Benoît Jude, Oui, effectivement, à la française, tout simplement. Et alors, pour me présenter, comme tu le sais, donc, je suis détective privé, je suis par ailleurs juriste, ça c'est ma formation initiale, j'ai fait du pénal et des sciences crime à la base. Et je travaille avec une psychologue, donc je suis installé depuis une dizaine d'années, depuis 10 ans, et je me suis spécialisé sur les dossiers qui concernent des faits de manipulation. Parce que j'ai la chance justement de pouvoir travailler avec une psychologue qui me permet de repérer tout ça et surtout de pouvoir l'analyser et puis tu vois d'en parler au niveau de la justice parce que la particularité de mon métier c'est que c'est un métier qui est très réglementé, on a plusieurs numéros, etc. à demander au ministère de l'Intérieur via le CNAPS, mais l'intérêt voilà, c'est qu'on rend des rapports d'enquête qui sont recevables en justice. Donc voilà, ça couvre un peu tout le champ, tu vois, à partir de l'enquête privée, donc ça c'est mon côté détective privé, le droit pour l'aspect juridique, raccrocher des faits psychologiques au juridique, et puis la psycho, donc là ça c'est pas moi parce que je suis pas psychologue, c'est ma partenaire psychologue qui m'apporte ses connaissances et puis qui me protège d'un certain nombre de phénomènes dont on va parler. d'accord, ok. Bon, du coup, moi, de ce que j'ai compris, tu me dis si je me plante, c'est que tu as enquêté pas mal sur les dérives sectaires et tu cherches à en faire un documentaire et tu cherches des financements actuellement. J'ai bien compris, c'est ça? Oui, alors ça c'est le projet, on va dire, actuel. D'accord, Que je pense sans doute avoir, je vais sans doute avoir des difficultés à le mener jusqu'au bout. C'est pas très grave. ouais, L'essentiel, c'était pour poser les bases, en fait, pour discuter un petit peu de ce projet, mais surtout on va dire, de la matière qui est reliée à ce projet. C'est-à-dire que dans le projet que j'ai décrit sur Ulule, je souhaiterais en fait faire quelque chose d'une matière brute que sont les caméras cachées que j'ai réalisées durant mes infiltrations. Parce que ma particularité en tant que détective privé dans cette spécialisation, c'est que parfois je m'infiltre. Je ne le fais pas à chaque fois, mais des fois je m'infiltre au sein des dérives thérapeutiques ou des dérives sectaires, on en reparlera. Si je suis obligé de le faire, c'est-à-dire si j'arrive pas à avoir d'éléments de preuve à l'extérieur, il faut que j'aille les chercher là où elles sont, donc parfois un petit peu à huis clos, un peu caché. Et si je fais de la caméra cachée, c'est simplement parce que parfois j'y reste un peu longtemps, donc ça évite de faire marcher ma mémoire, on va dire, disons que ça pourrait être biaisé, tu vois. Ça me permet d'extraire des éléments de preuve que je vais faire analyser directement par ma partenaire psychologue, donc encore une fois, ça évite mon témoignage biaisé. Et puis surtout, ça évite les contestations. C'est-à-dire que mes rapports, la seule chose qui finit en justice, ce sont mes rapports d'enquête, rien d'autre. Mes films de caméra cachée ne sont même pas fournis en fait à mes requérants, à personne d'autre. C'est uniquement pour moi, pour la partie, on va dire, probatoire. Et ça va me permettre, in fine, d'éviter aussi, du coup, les contestations, puisque mes rapports, en fait, sont recevables en justice, mais peuvent être contestés par la partie adverse. Ils peuvent tout à fait dire que je dis n'importe quoi. Et donc, s'il faut, on va devant un commissaire de justice, enseignement huissier, quoi, pour attester que mon rapport d'enquête correspond aux vidéos, par exemple. Ça arrive très rarement, mais si ça doit arriver, on le fait. Donc voilà. Et en fait, donc ça fait à peu près une dizaine d'années que je cumule, on va dire un petit peu ces films-là, un peu bruts. Et, et aujourd'hui, je me rends compte que finalement, ils peuvent témoigner d'un phénomène qui est assez méconnu, que sont les dérives thérapeutiques et les dérives sectaires. On ne sait pas vraiment ce que c'est en fait. On a tous un peu une image de la secte, tu vois, on en oui, enfin, reparlera. Mais ouais, je pense qu'effectivement, il faudra définir exactement ce dont on parle. Parce que comme j'avais dit, ouais, moi, j'avais même pas les termes. J'étais encore aux termes sectaires, Israël et tout ça. Voilà, je connais dérives thérapeutiques, mais quelle est finalement la définition entre la dérive thérapeutique, la secte, les dérives sectaires, je ne sais pas bien. oui, c'est un projet qui permet aussi ça. Donc à partir de cette matière brute, de dire voilà, j'ai enquêté sur un certain nombre de trucs, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai été faire là-bas? Donc j'explique régulièrement qu'en général, ce sont des familles qui viennent me voir pour un proche pour lequel ils sont en inquiétude, hein, parce qu'il a changé, il a en rupture, ce genre de trucs. Ça, c'est les dossiers principaux. Il n'y a pas que ça, mais notamment. Et en fait, les gens eux-mêmes ne savent pas vraiment ce qui se passe quand un proche est manipulé. Enfin, en tout cas, on va vérifier s'il y a de la Hmm. manipulation ou si le consentement il est plein et entier. Et donc, ils vont parler spontanément de croyances ou de sectes. Et donc, souvent, la vision un peu qu'on a des sectes, c'est genre le truc pyramidal, un petit peu comme dans le sketch des Inconnus avec Skippy, Oui, machin, avec éventuellement des accoutrements, des cérémonies, et puis un truc voilà, très hiérarchique. Bon, aujourd'hui, ça, en fait, cette image d'Épinal, on n'en a pas besoin, c'est pas vraiment plus ça, ça peut exister, ça, hein, je dis pas que ça n'existe pas,
Mais les dérives sectaires, c'est beaucoup plus large en fait. Depuis une vingtaine d'années maintenant, quand la Miviludes a pris son terme. Alors, la Miviludes, c'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. C'est l'organisme qui est en charge de cette vigilance-là en France et qui a pris son nom officiel après avoir eu certaines autres appellations depuis 1996. Et initialement, elle ne s'appelait pas la Miviludes, parce que le DES à la fin, c'est pour dérive sectaire. Elle s'appelait avant, juste avant par exemple, elle s'appelait la MILS, la mission interministérielle de lutte contre les sectes. Donc à cette époque, on parlait encore de sectes en fait. Depuis un rapport qui est très connu dans le milieu, qui est un rapport de l'Assemblée nationale d'une commission d'enquête sur les sectes de 1995, qui a dressé une liste de sectes en fait, en disant ça en fait, pour resituer, ça se produit juste après le drame de l'ordre du Temple solaire, qui est un drame sectaire qui a fait plus de 70 morts sur 3 pays, France, Suisse et Québec. Donc à la fois suicide collectif et des assassinats de masse, puisqu'on a retrouvé des gens avec une balle dans la tête. Donc ça a réveillé un petit peu en fait les pouvoirs publics et qui se sont dit dans certains phénomènes sectaires, ça peut finir comme ça. Donc il y a eu une commission d'enquête et au départ on parlait de secte. Donc il y a eu un listing, ça c'est une secte, ça c'en est pas une. Puis très rapidement il y a eu des procès, on n'a pas su définir clairement ce que c'était secte. En plus, ça laissait de côté, donc, du coup, certains groupes qu'on ne désignait pas comme secte, donc ils disaient, vous voyez, nous, du coup, c'est cool, vous pouvez venir. C'était pas opérationnel. Ouais. Et donc, rapidement, en fait, les autorités se sont dit, on va pas viser, en fait, des gens ou des groupes de gens qui font ce qu'ils veulent, à la limite. Ce qu'on va viser, c'est des comportements. Et donc, on va viser des dérives sectaires, c'est-à-dire des thématiques de croyances qui ne sont pas forcément que spirituelles, qui peuvent être philosophiques, psychologiques, psychiatriques, religieuses, mais ça peut être aussi autour de l'écologie, de la pédagogie, peu importe, dès l'instant où en fait un système de croyance fait que les gens vont être amenés en fait à avoir des comportements qui s'opposent aux lois, aux libertés constitutionnelles, etc. C'est pas toujours hyper facile à définir. Hein. C'est un peu compliqué, oui, parce que ça dépend des lois, ça dépend des pays, C'est ça ça. dépend des processus, ça dépend de... Et du coup, on définit plutôt la dérive sectaire par rapport au comportement des gourous, entre guillemets, des chefs au-dessus, ou par rapport à l'effet que ça a sur les individus, sur les adhérents. Alors justement, ça c'est toute la difficulté. Et j'allais te dire, c'est un peu les deux. Alors la définition de la dérive sectaire, on l'a sur le site de la Mivilude. Oui, Mais effectivement, elle est très longue. Ça se définit pas en une ligne. Mais ça revient à peu près à ce que je viens de te dire. Mais effectivement, on voit qu'en fait, on recherche à identifier des comportements. Et on cible assez rapidement, évidemment, un comportement manipulatoire. Donc d'un gourou, moi, j'aime pas trop ce terme-là, mais au moins on sait de quoi on parle. Mais en tout cas, d'un manipulateur ou d'un groupe qui manipule d'autres personnes. d'accord. Donc, gourou, on élimine. C'est un peu l'ancienne. Là, il faudrait dire manipulateur, c'est ça? Ouais, alors il n'y a pas d'appellation officielle, hein, parce qu'encore une fois, on va rechercher une dérive sectaire. Alors, il y a une définition et il y a des critères, en fait. C'est-à-dire que si on ne sait pas trop reconnaître une dérive sectaire, la Miviludes, grâce aux travaux justement que je te citais, des différentes commissions d'enquête parlementaire et puis des renseignements généraux à l'époque, il y a une liste de critères qui ont été posés pour essayer de repérer si on est sur une dérive sectaire ou pas. Par exemple, enfin, c'est même pas par exemple, c'est sur les 10, le critère qui doit être systématique, c'est ce que la Miviludes appelle la déstabilisation mentale. C'est la manipulation, quoi. Bon, encore, ça, faut le définir. Mais Ouais. Je crois qu'on va simplifier parce que je me rends compte qu'on doit faire des définitions de définitions de définitions. alors, Mais tu vas voir, à la fin, je vais recouper. ouais, C'est juste recoupe. pour faire un Ouais, peu ouais. l'historique, mais la Vas-y. déstabilisation mentale, elle doit être dedans. Et ensuite, il va y avoir des choses un petit peu plus visibles, comme la rupture avec l'environnement d'origine, par exemple avec la famille, avec les collègues, ou un changement vestimentaire, un changement radical de régime alimentaire, ou l'embrigadement des enfants, l'adoption d'un langage propre. Tu vois, tu as des choses un peu plus comme ça visibles. Mais effectivement, celui qui doit systématiquement être dans ces critères pour qu'on puisse estimer que c'est une dérive sectaire, c'est la déstabilisation mentale. Et ça, qu'est-ce que D'accord. c'est? Ouais. Et donc, c'est là où je te dis qu'on le recherche un peu des deux côtés. On le cherche à la fois du côté de l'auteur, qui va manipuler, et aussi au côté des victimes, dans les effets. Qu'est-ce que ça produit chez elles qui pourrait nous laisser entendre que finalement, elles ne sont pas pleinement consentantes? Parce que c'est ça, en fait, hein, Mm. vraiment le point central, c'est est-ce que les gens ont choisi d'aller dans ces groupes de croyances-là, donc pas de problème, ou est-ce qu'on leur a forcé un petit peu la main? Et ça, c'est vraiment en cours de définition, sachant que moi, ce dont je te parle là, c'est que de l'institutionnel, c'est-à-dire c'est la Miviludes, donc c'est pas du tout juridique,
c'est vraiment opérationnel, mais ça rejaillit pas forcément sur le droit. Là, je te parle en tant que juriste. Après, il faut faire le pont. Alors déjà, il faut avoir les éléments de preuve, hein. Bon, déjà, c'est pas évident. Mm. Mais même quand on les a, il faut arriver à avoir une traduction juridique qui permet ensuite de poursuivre en justice ben, sur un fondement juridique, notamment pénal. Et là, pour le coup, les traités internationaux nous obligent à être très rigoureux au niveau du pénal parce que ça emmène les gens en prison. Ouais. C'est compliqué cette définition parce que du coup, quand on parle de consentement, finalement, le but du manipulateur, c'est d'avoir le consentement et que la personne qu'il manipule dise oui, non, mais moi je suis libre, je donne mon argent à cette personne, je suis ses cours pour telle raison. La personne qui est atteinte de dérive sectaire, bon, je sais pas si c'est une maladie, donc atteinte, c'est pas le terme, mais elle va toujours dire qu'elle est consentante. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors après, il faut. Attends, excuse-moi, j'ai perdu le truc. Après, il faut reprendre éventuellement la définition très précise, mais Ouais, dans mon souvenir, on parle de dévoiement de la liberté de conscience, d'accord, ok. dévoiement de la liberté de croyance. On parle vraiment d'une forme de détournement. Mm, Et donc, c'est vraiment ce point-là. C'est à quel moment c'est détourné, c'est pas détourné. Et ça, la Mivilude, bah, c'est pas vraiment son rôle de, comment dire, de définir ce qu'est la déstabilisation mentale, mm, puisque c'est pas son boulot à la base. Elle ressent bien depuis, maintenant je te dis, c'est depuis à peu près fin des années 90 que vraiment en France ça bosse bien sur ce sujet-là. Donc ça se construit encore, c'est finalement assez récent. Et du coup, au fur et à mesure en fait du temps, il y a aussi les députés, les sénateurs qui se sont dit qu'il faut intégrer des choses dans la loi pour qu'on fasse le pont avec ces notions-là que la Mivilude a développées. Donc il y a un texte de loi qui a inventé clairement une nouvelle infraction en 2001 qui existe dans certains autres pays, mais c'est un copier-coller en fait. C'est un texte qui est assez rare finalement dans le monde, qui parle initialement, et ça a été réformé en 2024, mais je reviendrai là-dessus, qui parle de suggestion psychologique. Et même plus précisément en 2001, c'est l'abus de faiblesse par suggestion psychologique, et éventuellement sur personne vulnérable. mm. Mais là, c'est pareil, la suggestion psychologique en pénal, ça n'a pas été bien défini. On parle de techniques propres à altérer le jugement, de pressions graves et réitérées, mais pas grand-chose de plus. Non, non, je Et en comprends. 2024, ça s'est même un petit peu aggravé, entre guillemets, dans le sens où maintenant la suggestion psychologique, elle est autonome, c'est-à-dire que maintenant on peut la poursuivre hors abus de faiblesse. C'est-à-dire que si elle ne génère pas d'abus de faiblesse et si elle ne génère pas de préjudice, mais simplement une altération de la santé physique et mentale, et ben c'est poursuivable. Bon, mais là, tu te doutes bien que pour avoir les éléments de preuve, c'est pas évident. Et en plus, ben, du coup, qu'est-ce que c'est? Tu vois, c'est vraiment le. Et ça, là, ça rejoint ton travail, en fait. Ouais, bah ce que je comprends, c'est qu'en fait, les dérives sectaires, elles s'insèrent dans des zones grises. C'est-à-dire dans les zones où on n'a pas forcément de preuves que la personne, elle a été assujettie psychologiquement. La personne, elle peut se défendre en disant non, mais c'est elle qui a décidé de venir. Mais en même temps, elle met en place des techniques subtiles pour que la personne vienne. Je peux comprendre que quand on est une famille et qu'on a quelqu'un qui en est victime, ça soit particulièrement difficile et que tu aies besoin d'infiltration et d'une psychologue pour détecter ce qui peut être de la manipulation mentale. C'est ça, ouais, ouais. Alors, notre premier rôle, c'est déjà bien souvent de rassurer les gens. Mm. Est-ce qu'il se passe un truc? Est-ce qu'il se passe rien? Quand je suis sur d'autres types de dossiers, par exemple, quand tu as des dossiers de garde d'enfants où les gens se séparent et tu as un des parents qui est dans une croyance et pas l'autre, là, c'est plutôt pour renseigner la justice, en fait, le Mm. juge des affaires familiales. Je vais pas juger des croyances, tu vois. Moi, à la limite, je m'en fous hein, au départ de la croyance en tant que telle. Dans un dossier JAF, en tout cas, ce que je vais vérifier, ce que je vais transmettre au juge, donc via aussi l'analyse d'Amélie, eh ben, c'est parce que le JAF ne juge que dans l'intérêt des enfants, pas des parents. Mm. C'est juste, ben, est-ce que ça peut avoir un impact sur les conditions d'éducation du gamin, sur son développement physique, affectif, moral? Ouais. Il y a un texte de loi, hein, l'article 375 du Code civil, qui résume un peu ça. Et donc, moi, c'est ma base de travail, en l'occurrence. Sur tes dossiers où c'est plutôt des familles qui sont inquiètes pour un proche, ben, ça va plutôt être de les renseigner justement là-dessus. Souvent, c'est des enfants majeurs, hein, donc ils font ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, en France, pour la petite anecdote, entre parenthèses, on a le droit de disparaître. Hein. C'est la liberté d'aller et venir. On peut disparaître et ne pas donner de nouvelles. Dès l'instant où on ne laisse pas une ardoise ou quelconque obligation juridique, on peut disparaître. C'est autorisé. Donc moi, par exemple, quand je retrouve les gens, je demande systématiquement leur autorisation pour savoir s'ils souhaitent partager leurs coordonnées avec leur famille d'origine. Ils ne sont pas obligés. Donc on a ces phénomènes-là déjà dans le milieu sectaire. Donc bien souvent, nous, ben, moi j'arrive pour vérifier en fait si, s'il n'y a pas de problème, si c'est des choix en toute conscience, et si derrière il n'y a pas de problématique ben, justement physique, mentale par rapport à la croyance dans laquelle est la personne.
ça peut m'arriver tout à fait de dire qu'il n'y a même pas de dérive sectaire, hein, que tout se passe bien et que bah, c'est plutôt peut-être une problématique familiale qui fait que les gens ne se parlent plus. Dans ce cas-là, ça ne me concerne pas, Ah tu oui, on vois. peut fuir sa famille parce que la famille est toxique et c'est pas la croyance qu'on a qu'il est. Bah, c'est ça, bah, ça c'est un phénomène que tu dois connaître, hein. Ouais, Mais pas mal. ça, on sait qu'il y a des familles qui dysfonctionnent. Des gens peuvent tout à fait vouloir quitter leur famille parce que l'environnement n'est pas bon pour Ouais, eux, et puis parce que de toute façon, à un moment donné, les gens font leur ouais. choix. Après, si les parents ensuite souhaitent vérifier en face si les conditions de vie sont bonnes, pourquoi pas aussi. Moi, je peux simplement leur dire les conditions de vie sont bonnes, et puis point barre. Je leur donne pas plus d'infos. Je suis pas un mercenaire en fait, hein. Je suis pas là pour apporter de l'info au plus offrant. J'ai vraiment un cadre légal qui fait que je dois respecter ben, les libertés de chacun. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas de dérive sectaire, ben, il n'y a pas de dérive sectaire. Si on se rapproche des critères que je t'ai cités, qu'on peut Mm. retrouver sur le site de la Mivilude, hein, c'est pas moi qui décide. Je me repose sur voilà, 25 ans à peu près de travail collectif, député Mivilude et tout ça. Si on se rapproche de ça, et ben là, dans ce cas-là, j'en parle moi avec la famille en disant il est possible surtout que la Mivilude sort un rapport tous les ans. Donc c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de matière, on a un peu de recul sur un certain nombre de croyances. Après, on en pense ce qu'on veut, hein, mais il y a un recul un peu qui permet aux uns et aux autres, aux différents acteurs, notamment moi, d'estimer s'il y a une zone de danger ou pas. Donc déjà, on peut se dire est-ce qu'il y a une dérive sectaire ou pas. Bon, et là, on en parle. Et ensuite, on peut déterminer si, dans le cadre de cette dérive sectaire éventuelle, ou comme je t'ai dit, il y a toujours de la déstabilisation mentale, comme l'appelle la Mivilude, eh bien, est-ce qu'on peut justement matérialiser ça? Est-ce qu'on peut voir, est-ce qu'il y a eu une manipulation au début? Et si oui, comment? Ouais. Parce que parfois, il y a des caractéristiques en fait d'embrigadement des gens, hein, dans certains groupes plus que d'autres. Donc ça peut se voir. Et à la fin, en fonction du dossier qu'on a, en fonction des éléments de preuve, en fonction aussi de l'analyse d'Amélie, est-ce qu'on va en justice ou pas en fait? D'accord. Est-ce qu'on dénonce cette situation-là à la justice pour dire là, il y a des faits de suggestion psychologique, comme je te le disais, et donc je vais poursuivre tel ou tel groupe ou telle personne ben, pour protéger ben, mes proches. Ouais. Tu vois, mais Et c'est vraiment du cas par cas en du fait. coup, ouais, c'est du cas par cas, mais par expérience, est-ce qu'il y a des caractéristiques d'embrigadement qui ressortent le plus souvent, qui peuvent pouvoir dire à quelqu'un mon proche est embrigadé, ou alors moi-même je commence à être embrigadé, parce qu'en fait les gens s'en rendent pas compte hein, souvent, mais si on avait à peu près les signes qui veulent dire attention, ton jugement est en train d'être altéré, ça serait lesquels, ces caractéristiques? Ouais, ben, là, je vais te donner mon avis, alors qui n'est pas mon Oui, avis à moi, je veux dire qui est basé sur. En fait, si tu veux, notre façon de travailler avec Amélie, ça, je l'ai vu en une dizaine d'années, il a bien fallu que je construise une forme de protocole. ouais, Et pour ça, tu as compris que moi, je ne veux pas me reposer sur mon avis. J'essaie d'être toujours dans une forme d'esprit critique et d'aller chercher ce qui a été fait, si ça a été bien fait. Attends, les critères de la Mivilude, ben, on en pense ce qu'on veut, mais néanmoins, j'ai déjà cherché cette base-là pour estimer si je suis face à une dérive sectaire ou pas. On n'est pas encore dans le juridique ni dans le psychologique, mais juste déjà, on vérifie ça. Donc, tu vois, là, je vérifie. Je vais aller chercher ce qui a déjà été fait. Ensuite, sur les aspects psychologiques, où là, on va se rapprocher ensuite de l'aspect juridique avec la suggestion psychologique, mais il faut passer par cette case-là, on analyse un peu le côté psychologique. Mais là, avec Amélie, on s'est interrogé, on s'est dit, ben, est-ce qu'il y a des trucs qui ont été faits sur la manipulation, des travaux et tout ça? Amélie, elle, il s'avère que sa spécialité, c'est la psychocognitive et la psychosociale. C'est-à-dire qu'elle fait un peu des deux. Bon, ben, il s'avère qu'en psychocognitive, on sait qu'il y a des facteurs d'automanipulation déjà par rapport au biais cognitif. Donc, on essaye de vérifier ça. Là, encore une fois, notre objectif, c'est pas de dire c'est la faute de la victime, tu vois. Il y a toujours un auteur, il y a un manipulateur, ça là-dessus on est clair. Je fais de la cybermalveillance, tu vois aussi, et dans la cybermalveillance, on sait que le facteur humain, il est important. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, attention à ne pas cliquer sur une pièce jointe toute pourrie que vous recevez dans un mail. Mais la faute, c'est pas les gens, hein, c'est pas eux qui sont fautifs. On leur dit juste de faire gaffe pour mettre des bâtons dans la roue des cybercriminels. Mais l'auteur évidemment, le responsable juridique, c'est celui qui produit le mail et qui demande à cliquer sur une pièce jointe. Mais tu vois, déjà, tu as une première base qui est est-ce que les gens ont conscience que des fois, ben, leur biais cognitif peut un peu les piéger par rapport à un certain nombre de croyances. Donc on vérifie un peu ça. Et puis il y a évidemment les deux gros autres phénomènes qu'on connaît dans la manipulation assez bien, que sont la soumission librement consentie, que tu connais parfaitement, avec tout un tas de techniques de manipulation, ben, clairement pour faire aux gens ce qu'on leur ce qu'on veut leur faire faire en leur laissant croire ben, qu'ils sont libres de le faire eux-mêmes, selon leur libre arbitre. Donc ça, c'est ultra efficace. Et puis à la fin, il y a des phénomènes que je peux fréquemment voir, puisqu'on est quand même sur des phénomènes sectaires, donc avec parfois des thématiques un petit peu ben, de figure d'autorité. Ben, parfois, il y a des phénomènes de soumission à l'autorité,
qui a très bien décrit Milgram, donc en psychosocial. Donc on recherche aussi ça. Et le dernier petit point qu'on va rechercher dans tout ce tableau-là, pour voir s'il y a, on va dire, une espèce de tableau d'emprise, de manipulation, ce sont ce qu'on appelle les facteurs externes, qui en fait créent une thématique dont on entend parler actuellement, qui est le contrôle coercitif, et qui est pour nous en fait l'optimisation de la manipulation via des facteurs externes comme la privation de sommeil, la privation de nourriture. C'est vraiment assez fréquent dans certains groupes sectaires. Ouais, Le contrôle des relations sociales, le contrôle des moyens de paiement, le contrôle de l'agentivité, c'est-à-dire des choix des gens. Tu vois, on va leur dire non, tu vas faire plutôt ce métier-là et pas celui-ci. Plein de ouais, techniques comme ça qui fait que tu vois, tu vas maîtriser leur environnement et faire en sorte qu'ils aient de moins en moins de contact avec le reste de la population ou qu'ils n'aient pas trop de possibilités de payer ce qu'ils veulent. Comme ça, ils ont moins de possibilités de réfléchir. Ou alors, tu vas bourrer leur emploi du temps de tâches subalternes liées au groupe sectaire pour qu'ils n'aient pas de temps à eux pour réfléchir. Toutes ces petites choses qui vont optimiser en fait les facteurs de manipulation de départ. d'accord. Mais Ça, c'est alors, notre... une question, parce que si on prend toutes ces caractéristiques, mis à part la caractéristique manipulation, imaginons que quelqu'un propose une thérapie où une personne doit s'isoler pendant 3 semaines dans les montagnes, à faire du jeûne et tout. Quelle est la différence avec ce que tu dis entre une thérapie qui pourrait marcher et une dérive sectaire, où la personne, on va l'isoler et la priver de nourriture pour lui faire gober le produit pas du gourou, mais du manipulateur, qui est pas forcément conscient de manipuler, mais il pense que c'est très bien sa thérapie. C'est quoi la Exactement. différence du coup avec une dérive sectaire et une thérapie que quelqu'un de gentil a envie de proposer? Exactement. Et ben, j'allais revenir avec toi justement là-dessus, Ouais. sur le côté un peu est-ce qu'il y a toujours une intention de nuire de la part de la personne qui Oui. va manipuler? Parce que la manipulation au sens psychosocial, ça s'installe un peu dans notre vie de tous les jours, Mm. dans beaucoup de situations sociales, quoi. En fait, ne serait-ce qu'un relationnel avec ben, un commercial qui veut nous vendre quelque chose, ben, voilà, il y a des techniques de manipulation pour qu'il parvienne plus facilement à nous vendre ce qu'il veut nous vendre. Et nous, on croit vraiment qu'on est libre de le faire. Bon, bref, il y a toute une Oui. littérature là-dessus, hein. Là, je suppose que tu fileras les références aux gens sur bah, notamment la soumission librement consentie, qui est quand même super fournie, et où il y a des techniques, on sait, qui marchent quand même ultra bien, sans que les gens s'en rendent trop compte. Mais bon, alors, effectivement, ça après, ça a l'aspect un petit peu criminologique, quoi, en fait, que je maîtrise pas forcément complètement, mais je suis obligé quand même de me renseigner à minima. C'est pas moi, en fait, qui, de toute façon, déciderai à la fin. Moi, je suis, en tant qu'acteur, simplement détective privé, c'est-à-dire, je vais sur le terrain, je vérifie, je recueille de la preuve. Avec Amélie, on regarde un petit peu au niveau psychologique comme une forme de pré-expertise un petit peu ce qui a pu se passer sur le dossier. On émet une hypothèse, il y a un rapport d'enquête, on transmet ça à la justice, et derrière, c'est normalement à la justice de faire le boulot. D'accord. Mais C'est-à-dire, dans l'enquête, comment on fait la différence entre une thérapie un peu à la ramasse, voilà, pas très scientifique, et une dérive sectaire? ouais, et ben alors, pour revenir justement sur ta question, Ouais. les gens, est-ce qu'ils ont toujours une intention de nuire quand ils manipulent? Eh ben, clairement pas. C'est-à-dire que parfois, ça s'installe comme quelque chose de plutôt sur le long cours. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est jamais un truc super massif avec une manipulation très marquée, soumission à l'autorité, 1000 grammes, etc. La plupart du temps, c'est très progressif. Donc, c'est une espèce de valse avec une personne qui peut devenir victime à terme et une autre qui peut devenir gourou sans même trop s'en apercevoir au début. Il y a vraiment toute une thématique comme ça, très progressive. Bon, ben ça, c'est vraiment encore une fois au cas par cas en fonction d'où on se passe sur le dossier. Et donc là, pour le coup, la loi s'est obligée à poser des termes. Oui. Elle s'est dit, ben, comme c'est hyper flou, on va faire une différence un peu entre ce qui est une dérive thérapeutique et une dérive sectaire déjà. Ah. Et donc, Ouais. une dérive thérapeutique, initialement, ce n'était pas une infraction. Initialement, une dérive thérapeutique, c'était défini comme un comportement qui va détourner d'un traitement conventionnel, grosso modo. Donc, c'est-à-dire un traitement qui est basé sur les preuves, sur la science. Donc, après, on en pense ce qu'on veut, mais il y a quand même un corpus un petit peu médical, que ça soit en psychologie, bon, même si ce n'est pas de la médecine, mais il y a un corpus au niveau de la psycho, il y a un corpus au niveau de la psychiatrie et au niveau de la médecine. Certes, ce n'est pas parfait, mais on sait qu'il y a plus ou moins de choses qui sont plus ou moins dangereuses et on essaye d'avancer de manière le plus sécuritaire possible et surtout le plus reproductible possible d'un patient à l'autre. Et après, il y a tout un tas de trucs freestyle. Et donc là, on s'est dit, bon, ben, il va falloir peut-être un petit peu le gérer. Et donc en 2024, en plus de la réforme sur la suggestion psychologique dont je t'ai parlé,
il y a une nouvelle infraction qui est à l'article 223.1.2 du Code pénal, qui parle grosso modo de la dérive thérapeutique. En fait, ça nous dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser des techniques, des pressions, pour détourner un patient d'un traitement conventionnel, alors qu'il soit j'allais dire curatif ou qu'il soit prophylactique. Donc ça concerne aussi la D'accord. vaccine. Donc une personne, par exemple, qui fait de la médecine Reiki ou qui déplace les chakras des gens, s'il dit de quand même suivre le traitement pour le cancer à la personne, c'est pas une dérive thérapeutique. Ça ne sera pas considéré là comme une dérive D'accord. thérapeutique dès l'instant où il ne détourne pas, Oui, effectivement. Dès l'instant où il n'y a pas d'interaction négative avec son traitement de base. Et il y a aussi le pendant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas lui imposer non plus, il ne faut pas lui présenter non plus, c'est-à-dire que la personne sortira vraiment d'une dérive thérapeutique, celle qui propose du Reiki par exemple, si un déjà ne détourne pas, bon, ça on est clair, mais c'est surtout si elle ne présente pas non plus le Reiki comme un truc ultra magique qui soigne tout. Parce que d'accord, ok. tu peux aussi avoir la personne qui dit continuez à aller voir votre médecin si vous voulez, mais moi je peux vous dire que mon truc, il n'y a pas d'effet secondaire, c'est magique, ça remplace tout. Mais si D'accord. vous Donc voulez, dans la dérive thérapeutique, il y a la notion de prétention à un exactement. traitement. Donc dans ce cas, ça en fait beaucoup quand même, parce que sur Internet, par exemple, il y a beaucoup de gens qui prétendent soigner beaucoup de choses de manière, on va dire, particulière. Il va y avoir un champ de travail énorme. Mm. Il y a aussi beaucoup de résistance parce que je peux comprendre, là, les gens ont le droit de faire ces métiers-là. Mm. Tu vas d'ailleurs, si tu n'as pas de boulot, tu vas à France, ou si tu veux changer de boulot, tu vas à France Travail et il y a plein de fiches ROM, tu sais, c'est les fiches de référence des Oui, métiers, et ben, qui te proposent de faire ces métiers-là. Il y a 4 ou 5 fiches où tu as tout un tas de, comme ça, on va dire, de ce que le ministère de la Santé appelle des pratiques de soins non conventionnels, qui sont à risque du coup depuis 2024, qui sont plus à risque qu'avant, parce que dans leur fond, on va dire, théorique, et puis même dans leur formation, il y en a beaucoup qui remettent en cause la médecine, qui vont même remettre en cause la science. Euh, Pourquoi pas, hein, si tu veux. Hein. Tant qu'on reste dans la philosophie, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais quand tu commences à avoir une interaction avec des patients, alors avant c'était un peu risqué avec l'exercice illégal de la médecine, mais bon voilà, il fallait vraiment remplir beaucoup de critères pour être considéré dans un exercice illégal de la médecine. Donc il y avait de la prudence là-dessus, c'était pas plus mal. Maintenant, les praticiens des pratiques de soins non conventionnels, ils prennent plus un risque qu'avant avec cet article-là. Et c'est d'accord. bien, parce qu'en fait, ça les pousse en fait, à être prudents avec leurs pratiques. Ça les pousse à ne pas détourner d'un traitement conventionnel, quoi qu'on en pense, et ça les pousse à ne pas avoir de prétention magique, inexplicable, quoi. Et surtout qui, en fait, sur le fil du temps, finira par remplacer le traitement conventionnel sans y faire Oui. trop gaffe. Après, juste pour les gens qui passent, comme tu as dit, c'est pas parfait la médecine, et il y a des traitements conventionnels qui sont en séance ne sont pas les bons traitements déjà, et il y a des débats dans la médecine et dans la psychologie pour savoir qu'est-ce qui va aider les gens. Mais là, c'est pas le sujet. Voilà. On peut Et puis avoir là, des je suis critiques face à la médecine et aux lois conventionnelles, mais c'est pas forcément le sujet. On va pas s'étendre là-dessus. Non, non, mais c'est vrai que j'écoute souvent aussi tes vidéos, j'allais dire tes podcasts, mais je regarde souvent tes vidéos, et notamment, tu en as fait une série, enfin, tu en as fait en tout cas au moins une avec Michael Sikora, peut-être sur ce sujet-là. Mm. Et effectivement, je suis complètement d'accord de dire que oui, parfois, il y a des médicaments qui devraient être utilisés qui ne le sont pas pour des raisons Mm. administratives. Il y a sans doute des traitements qui sont pourris, qui sont encore en cours, parce que pour une raison ou pour une autre, qui sont maintenus. Ben oui, c'est pas parfait. Hein. Il y Enfin, a même des scandales. On sait ouais. qu'il y a des scandales. Hein. Il y a le Mediator, il y a tout un tas de trucs. Mais ça, il n'y a pas Du de coup, doute. la Hein. dérive thérapeutique, je trouve que c'est plutôt pas mal défini et puis ça permet d'analyser. C'est quoi la différence entre une dérive thérapeutique et une dérive sectaire, du coup? C'est quand qu'on passe de l'un à l'autre. C'est à la soumission à l'autorité? C'est quoi exactement? Ouais, tu m'as recentré, t'as bien fait. Ah ben ouais, j'aime bien recentrer les gens pour que ça soit carré, mais bon, c'est un peu difficile parce que j'ose pas couper la parole trop souvent. Non, mais fais-le, n'hésite pas, parce que sinon, des fois, je digresse un peu. Et donc, la différence, donc dérive thérapeutique, bon voilà, maintenant, on a en plus ce cadre un peu juridique qui nous réexplique un petit peu ce que c'est. La dérive sectaire, eh ben, c'est quand tu remplis les critères que je t'ai désignés au début. D'accord. Donc, une dérive thérapeutique peut aussi être une dérive sectaire si elle remplit les critères, typiquement s'il y a de la manipulation et si on commence à faire rentrer les personnes dans un champ de croyance qui va être complètement en séparation, voire en opposition avec un certain nombre de lois et de règlements qui sont ce qu'ils sont en France, mais il y a un cadre, quoi. D'accord.
Donc voilà, ça peut glisser, si on ne fait pas trop grave, vers une dérive sectaire. On sait que dans pas mal de pratiques de soins non conventionnels, par exemple, il y a une grosse présence du New Age, qui est une croyance syncrétique, qui peut vite vriller petit à petit vers une forme de complotisme, voire de conspiritualité, devenir petit à petit une dérive sectaire. Ce n'est pas un jugement de valeur, encore une fois, de ma part, c'est juste que ça se vérifie et qu'à un moment donné, si on commence à être dans ces critères-là, il est possible que la Miviludes finisse par dire là, vous êtes sur un champ de dérive sectaire. Et éventuellement, derrière, il peut y avoir des conséquences juridiques. Tout ça, en fait, c'est une chaîne de responsabilité que les uns et les autres doivent avoir. Et à un moment donné, ben, il y a des vérifications. Et en France, ben, voilà, il y a ces critères-là qui sont comme ça. Donc, vraiment, la dérive sectaire, elle s'installe, je te dis, quand tu as ces critères-là. D'accord. Donc, il y a quand même un pas à sauter entre la dérive thérapeutique et sectaire. Oui, Ça c'est se pas fait la pas. même chose. Moi, je mettais un peu les mêmes processus, mais c'est pas la même chose. Et est-ce que il y Mais a, dans les dérives sectaires, on retrouve des structures qui pourraient nous alerter, des structures d'organisation qui pourraient nous alerter en disant c'est bizarre, ça ressemble à une structure de dérive sectaire. Je pense par exemple à des structures pyramidales où moi je vois des psychologues qui sont des centres de formation où il y a des formateurs qui sont formés et qui disent oui mais écoutez ce qu'il a dit, le chef c'est trop bien, et il y a des gens qui paient des abonnements pour des cours privés et tout. Voilà, moi ça me met en gros alerte, alerte, mais je sais pas, effectivement, il peut y avoir des structures pyramidales qui sont pas des dérives sectaires. Du coup, voilà, moi ça m'alerte. Est-ce que vraiment la structure pyramidale c'est une dérive sectaire? Est-ce qu'il y a des structures de dérives sectaires qu'on peut identifier ou pas du tout? C'est multiple. il y a des structures pyramidales qui peuvent être saines, j'imagine, hein, Mm. quand les règles sont claires et que chacun est dans une position où il sait qu'il peut en sortir facilement. D'accord. Pour rentrer, sortir facilement, et où clairement on lui donne du recul sur sa manière de penser et de prendre des décisions, où clairement le mec peut bien vérifier que bah, il est libre de prendre les décisions qu'il prend. Alors peut-être en écoutant bah, des ordres qui sont au-dessus, parce qu'il faut qu'il y ait une sorte de hiérarchie, mais voilà, tout ce qui est pyramidal, il passe systématiquement secteur. Par contre, ce que tu rappelles, il faut différencier avec le système de vente pyramidale qui, lui, est interdit en France. C'est-à-dire que quand on vend, typiquement, c'est ce qu'on retrouve dans le coaching ou dans le closing, Oui, c'est-à-dire que c'est des mecs qui vendent des formations, à des mecs qui vendent des formations, à des mecs qui vendent des formations. À la fin, tu n'as pas de produit, en fait. ouais. C'est juste, on va s'appuyer sur quelqu'un qui va aller chercher un Oui, filleul ça c'est plus pour. de l'arnaque que de la dérive sectaire. Exactement. Mais dans alors, c'est clairement, la vente pyramidale, c'est interdit, c'est clairement dans le champ de l'arnaque. Il y en a beaucoup dans le marketing multiniveau, le MLM. Mais ça peut être de la dérive sectaire. Ça a déjà été reconnu comme tel dans certaines marques assez connues, parce qu'à l'intérieur même de ces structures-là, les critères de la dérive sectaire sont remplis, parce que tu as des comportements qui ressemblent à des comportements que tu vas retrouver sur des thématiques plus spirituelles, plus ésotériques. C'est pas parce qu'il n'y a pas forcément de spirituel dans ces trucs-là et que c'est relié par exemple qu'au pognon qu'il ne va pas y avoir de comportement manipulatoire. C'est-à-dire que le premier critère, qui est la fameuse déstabilisation mentale, donc la mivilude, tu peux le retrouver dans ces structures-là, parce qu'il va vraiment y avoir certains groupes en fait, de vente pyramidale qui utilisent ces techniques-là de manipulation pour obtenir ce qu'ils souhaitent. Et là, en l'occurrence, l'objectif, c'est de faire remonter le pognon à celui qui est en haut. Donc avec de la manipulation en cascade, ça t'explique comment tu fais, et puis avec un système de croyance. Quand tu étudies un petit peu certains groupes dans ces ventes pyramidales, euh, ils ont vraiment un fond de croyance sur comment marche la société, à quoi sert l'argent, et voire même sur leurs produits, si c'est relié à des trucs de diététique. Il peut y avoir des prétentions un petit peu magiques, il peut y avoir un certain nombre de prétentions que tu peux retrouver dans une dérive sectaire plus classique. D'accord. Ok. Alors par contre, il y a quelque chose que tu as dit d'intéressant. Je voulais savoir si c'était un gros critère. Enfin, j'ai l'impression que tu avais dit que c'était un gros critère. C'était l'idée que si la personne peut partir comme elle veut, on n'est alors pas dans une dérive sectaire. C'est-à-dire qu'on est un peu comme les addicts, où les addicts ont dit si tu peux arrêter l'alcool du jour au lendemain comme tu veux, c'est que c'est pas vraiment une addiction. Là, c'est pareil. En gros, si on se pose la question, nous tous, là, je peux partir de cet endroit sans problème, on ne me mettra pas dans le bâton dans les roues et ma vie va pouvoir continuer. Alors, du coup, c'est plutôt sain comme structure. Enfin, sain, je sais pas. Mais au moins, c'est pas une dérive sectaire. Il n'y a pas de manipulation pour qu'on reste. C'est un des critères principaux parce que
on y rentre de manière très progressive, c'est-à-dire que c'est rare que les gens prennent tout le package de la dérive sectaire, tout le champ de Mm. croyance d'un coup. En général, ils passent par une porte d'entrée qui peut être la santé. Bah, souvent, ça me permet de faire le point là-dessus, parce que souvent on entend dire bah, les victimes de dérive sectaire, c'est des gens qui sont faibles ou machin. Bon, maintenant, on a bien compris que ce n'était pas le cas, et que c'est simplement que moi, je parle plutôt d'errance, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens, ils sont un peu en errance, qui peut être une errance totalement légitime, une errance spirituelle, on a besoin de réponses, donc on butine, on va essayer de chercher des réponses. Ça peut être une errance thérapeutique, parce que bah, on a peur pour sa santé. On va chercher des solutions qui sont parfois plus rassurantes que celles qu'on trouve dans la médecine, puisque parfois la médecine n'est pas rassurante, voire des fois la médecine elle n'a pas le temps, elle n'écoute pas. Donc on va chercher des gens qui nous écoutent et qui nous proposent des solutions. Ça peut être une errance psychologique, une errance philosophique, peu importe. Voilà, on cherche. Et puis parfois on rencontre une personne qui va nous happer plus qu'une autre. Puis on prend un petit truc, on prend un autre petit truc, on va à un salon du bien-être. On rencontre quelqu'un qui nous vend des trucs, qui nous propose telle formation, on va à telle conférence. Et puis on passe des choses ensuite peut-être pour nous-mêmes se former. Et petit à petit on monte comme ça dans la croyance. Et donc, on sent bien qu'il y a ce qu'on appelle en psycho un escalade d'engagement. Tac, 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 on prend une décision, on entérine notre décision par une autre. Et le jour où une personne commence à se rendre compte qu'il y a peut-être un problème dans toute cette chaîne de décision qu'elle a prise, qu'elle n'est peut-être pas au bon endroit, si elle ressent effectivement des difficultés à pouvoir revenir en arrière et de se dire comment je pars facilement, enfin, qu'est-ce que je, enfin, vraiment une quasi-impossibilité parfois même matérielle ou sociale, parce qu'il y a des gens parfois qui n'ont pas travaillé pendant 10-15 ans autrement que dans, par exemple, dans la secte, quoi. Oui, où Donc, tous quelqu'un leurs qui pense amis, tous les amis sont des gens qui sont dans la même croyance, qui exactement. risquent de perdre s'ils changent de croyance. C'est tout à fait ça. Il y a plein de facteurs comme ça sociaux où on se dit est-ce que j'ai encore des amis en fait à l'extérieur auprès de qui me raccrocher si je dois partir. Est-ce que je peux partir matériellement? Est-ce que j'ai vraiment envie de partir ou est-ce que je suis encore est-ce que même la grosse question c'est est-ce que je décide moi-même ou est-ce qu'on est en train de me dire plus ou moins comment je dois décider? Mais tout ça en fait c'est une forme de métacognition. Il faut poser tout Mm. ça en fait par écrit et de se dire mais est-ce que finalement j'ai fait tous ces choix-là moi-même ou est-ce que ces choix ils ont pu m'être un petit peu proposés insidieusement et même voir quand on est sur un mécanisme de soumission à l'autorité à la fin, hein, c'est pas systématique, hein, mais si on se situe un peu là-dessus, ben, à quel point en fait je réponds aux ordres d'une autorité que je considère comme légitime, parce que sinon ça marche pas, 1000 grammes, mais est-ce qu'elle est vraiment légitime cette autorité? Et tout ça, en fait, c'est hyper dur à déconstruire parce qu'il y a eu toute cette escalade d'engagement. Et plus on place du temps, et plus on s'engage, bon, financièrement, bien sûr, mais aussi socialement, c'est-à-dire si on a perdu ses amis, sa famille, etc., c'est hyper coûteux, en fait, de se dire qu'on n'a peut-être pas pris le bon chemin. Mm. Et donc, c'est hyper coûteux de sortir, en fait, d'une dérive sectaire. C'est ça qui est coûteux, en fait. Parce que souvent, on voit le côté un peu, on ne peut pas sortir d'une dérive sectaire parce que, genre, ils nous retiennent et tout, on est enfermé. Les barrières, elles sont surtout psychologiques, en fait. Elles ne sont pas tellement physiques. Mais les barrières psychologiques, elles sont dures à déconstruire. Ouais. Toi, dans tes Sur- enquêtes, ouais, vas-y. Juste pour finir, Ouais, surtout si en face, tu as un manipulateur qui fait en sorte que tu ne te rendes pas compte. ouais. Et Évidemment, hein. dans tes enquêtes, toi, tu as plutôt vu des gens qui étaient en phase de radicalisation, ou je sais pas si c'est bon mot, hein, en phase de je rentre, je commence à tâter le terrain et je m'insère dans la dérive, des gens qui étaient à fond dedans ou des gens qui commençaient à se douter à en sortir. C'est quoi que tu as le plus vu dans tes enquêtes? En fait, ça dépend des gens qui viennent me voir. Quand Ouais, par exemple, c'est une famille qui est inquiète, ben là, clairement, ils sont inquiets pour un proche qui est les deux pieds dedans, qui ne se rend pas du tout compte qu'il est oui. manipulé, qu'il est dans une dérive sectaire. Parce que bon, voilà, sinon il n'y aurait pas d'interrogation. Enfin, en tout cas, c'est le schéma assez type. Mais j'ai effectivement aussi parfois des anciens adeptes et qui sont en cours en fait de sortie, pas complète, parce que c'est pas forcément évident de claquer la porte par rapport au phénomène qu'on a cité avant. Ne serait-ce que quelqu'un qui sort d'une dérive sectaire peut tout à fait avoir des amis encore dans cette dérive sectaire. Et donc, quoi faire de cette information-là? Si on dénonce ça à la justice, on dénonce peut-être aussi ses amis, parce qu'en plus, il y a une difficulté dans la dérive sectaire, c'est qu'on est victime, ça c'est clair, mais à un moment donné, on peut être aussi auteur, par façon de vouloir, mais on va nous aussi parfois recruter, manipuler d'autres personnes pour qu'elles rentrent dans la dérive sectaire. C'est tout un enchevêtrement, en fait. Donc, je vais avoir en fait plusieurs niveaux. En fait, ça dépend de l'histoire de chaque personne. Plusieurs niveaux plusieurs niveaux d'échelle de manipulation. Évidemment, quelqu'un qui est manipulé en général s'en rend pas compte, sinon c'est que le manipulateur est mauvais. Mm. Donc,
bien souvent, je suis face à des gens qui pensent être totalement libres de leur choix. Parfois, comme je te dis, c'est vraiment des gens qui sont libres de leur choix et en fait, il n'y a pas de dérive sectaire, c'est plus rare. Et parfois, je te dis, voilà, je suis confronté à des gens qui commencent à comprendre que finalement, il s'est joué à un truc, qui déconstruisent pas forcément tout, mais qui se disent, j'ai peut-être besoin d'aide pour comprendre et puis pour récolter justement des éléments de preuve, pour essayer déjà moi mieux comprendre ce que j'ai vécu et pour essayer peut-être faire quelque chose pour que ça se reproduise pas sur d'autres personnes. D'accord. Est-ce que toi ou la psychologue avec qui tu travailles, vous avez des données sur qu'est-ce qui fait ce déclic, cette métacognition qui fait dire, attends, il y a un truc chelou, euh, qui fait douter les gens? En ce moment, beaucoup, c'est la santé. C'est là clairement où tu as le champ vraiment le champ le terreau, on va dire, principal de la dérive sectaire. Alors souvent, on a l'impression que c'est depuis le Covid, mais ça existe depuis bien avant. D'accord. Alors là, Que, tu parles de quand ils rentrent, c'est ça? ouais, Ouais, voilà, ok, quand ils rentrent. Moi, je parlais de quand ils vont sortir, ils se disent, oula, il y a un problème dans ce que j'ai fait. Voilà. ok, ok. Oui, alors parfois, ça c'est étonnant parce que parfois, ça peut être un détail. Ouais. Je vais te donner un exemple euh, d'une personne qui se reconnaîtra, mais bien sûr, je ne vais pas le citer, je ne vais pas citer le groupe. Il est resté pendant une quinzaine d'années dans un milieu chamanique, sans le citer, où il y avait beaucoup de rituels avec prise de produits psychédéliques. Dans les rituels chamaniques, tu as l'utilisation de tambours Mm, chamaniques et tu as des rythmiques précises en fonction de certains rituels, plus mm. que d'autres. Et la personne que je connais, elle s'intéressait à ça, hors donc de son groupe sectaire, mais en général, et elle s'est formée un peu au rythmique, et elle s'est rendue compte que finalement, son gourou, il n'était pas très bon au niveau de la rythmique chamanique, alors que pourtant, il considérait que c'était vraiment le mec qui savait tout, et y compris à ce niveau-là. Et il lui en a parlé, et il a vu que le gourou a mal pris le fait qu'il remette en cause D'accord. la rythmique de son tambour. À partir de ce point de détail-là, ça s'est un peu mal passé, il s'est accroché, et c'est là où il s'est dit, mais en fait, mon gourou, il n'est pas parfait. Non seulement il n'est pas parfait, et en plus, il refuse la critique, une critique juste basique où je lui indique que la rythmique n'est pas bonne. Et à partir de là, il s'est accroché à ce petit effritement, ce premier petit déclic, parce que c'est une succession de déclics en fait qui fait que tu sors du truc. Alors au début, il n'a pas remis en cause toute la croyance, bien sûr, hein, mais il s'est dit déjà, ça, c'est bizarre, je ne l'avais pas vu. Et donc, il a étudié ça, ils se sont accrochés, puis petit à petit, il s'est dit, mais ça se trouve, il se gourre sur autre chose. Et donc, il a vérifié un autre point, et il a vu que sur un autre discours, c'était pas tout à fait vrai. Et tu vois, en cascade comme ça, Oui, etc., c'est ce qu'on voit dans etc. plein de croyances. Quand on est à 100% dans une croyance, c'est pas tout d'un coup le 0%. C'est le C'est petit exact. doute, c'est le 99%, c'est le C'est ça. 1% qui fait douter et après il y a une cascade qui peut s'enchaîner. C'est carrément ça, et c'est presque systématiquement ça. Ça part souvent de points de détail. Je te cite un autre exemple, c'est dans un milieu évangélique, bon là, qui a vrillé vraiment du côté des livres sectaires, pas milieu évangélique, j'allais dire classique. Et le pasteur prône en fait la pauvreté, il a fait vœu de pauvreté, etc. Et il incite ses adeptes, entre guillemets, Mm. à faire comme lui, à se départir de tout bien matériel, etc. etc. Et je suis en contact avec cette personne-là et qui m'explique à quel moment elle a eu un doute sur ce gourou, on va dire, hein, sur ce pasteur, quand elle a découvert dans son bureau que cette personne-là avait une caisse remplie d'iPhone, en fait, et il faisait de la vente d'iPhone. Mais tu vois, Mm. c'était pas la croyance en tant que telle. C'est le côté un peu, mais il y a un truc qui bug, quoi. Comment ce mec-là peut nous demander de faire un vœu de pauvreté, le faire lui-même, et en même temps faire une espèce de trafic d'iPhone. Enfin, tu vois, c'était C'est complètement classique dans incohérent. les dérives sectaires, ça, la base qui redistribue les ressources à la personne au-dessus. C'est-à-dire, Bah, c'est-à-dire qu'en fait, la personne qui est le manipulateur a un intérêt matériel ou alors en fait pompe une partie de la vie, des ressources des personnes en bas. Est-ce que ça arrive des dérives sectaires où la personne qui est le manipulateur ne gagne quasiment rien à être manipulateur? ouais, voilà, c'est la question, est-ce qu'il y a toujours une notion d'argent, en fait. Il y a souvent une notion d'argent, mais des fois, basiquement, parce que c'est comme des petites entreprises, il faut bien que ça vive. Donc, à un moment donné, il faut quand même faire rentrer un petit peu d'argent pour que tout ça vive, puisqu'il faut manger, etc. Il peut y avoir vraiment des gourous, comme on en connaît, qui sont vraiment très, très intéressés par le pognon, et puis pas que, hein, par l'aspect aussi, par le sexe, par le pouvoir. Hmm. Enfin, les trucs de base, ça existe évidemment, parce que c'est ce qui anime beaucoup l'espèce humaine. Et donc, les dérives sectaires, ils n'y échappent pas, hein, ça c'est clair. Mais il y a effectivement des phénomènes de dérives sectaires, en particulier dans le milieu plutôt thérapeutique, où parfois les gens
se propose de soigner, entre guillemets, gratuitement. Les gens donnent ce qu'ils veulent, voire parfois rien. Et donc, c'est pas tellement l'attrait de l'argent qui les intéresse, clairement, c'est plutôt le positionnement social. Enfin, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Oui. Alors, c'est des gens, comme on disait tout à l'heure, qui des fois pensent bien faire, hein, c'est pas le problème, hein. Mais il faut faire gaffe à ce qu'on fait, même si on pense bien faire, hein, dans la vie de tous les jours. On peut penser bien faire, griller un feu rouge, parce que, je sais pas, on a une urgence médicale dans notre voiture, qu'on grille le feu rouge, mais par contre, on peut mettre en danger parce qu'on grille le feu rouge, tu vois. Bon, c'est toujours cette notion-là, hein, en fonction des autres. Et bon, bref, pour revenir à est-ce qu'il y a toujours de l'argent, eh ben, tu peux avoir un certain nombre de personnes qui pratiquent des pratiques de soins non conventionnelles sur le terrain, à la campagne ou autre, qui ont une position sociale très importante, un peu, tu vois, le guérisseur du village. Ils vont chercher d'abord ça. Ils vont pas forcément chercher de l'argent, ils n'en ont pas forcément. Ils vont chercher une forme de positionnement social. Ouais. C'est un peu les médecins du village par défaut. Ils ne sont pas médecins, hein, mais bah, ils sont même presque parfois mieux considérés que le médecin. Parce que la médecine aujourd'hui est assez déconsidérée. Et donc, eux, ils apportent D'accord. quelque chose un peu de rassurant et puis Bah, de supérieur. ce Tu que vois, je c'est ouais, holistique. ce que je comprends du coup, c'est que en fait, bon, que ça soit matériel ou pas, il y a quand même une notion de verticalité, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui est mise au-dessus des autres, que ça soit au niveau social ou pas, et on n'est pas dans des groupes où tout le monde a le même pouvoir. En général, c'est comme ça. Parfois, la figure d'autorité peut quand même être représentée par un collectif plus que par une Ah personne d'accord, seule. ok, oui. Tu as des fois des notions de collectif, donc quand même un groupuscule resserré, mais pas forcément qu'une personne. Et quand même, tu as certains champs de croyances qui sont considérés comme des dérives sectaires. Je te cite par exemple QAnon, hein, qui est assez connu dans le milieu complotiste. Ben, QAnon, il n'y a pas vraiment de figure. Alors, tu peux y Ah chercher oui, une c'est figure. vrai, j'avais pas vu ça comme dérive sectaire. Alors, c'en est une, hein, clairement. Tu peux avoir quand même des figures d'autorité comme bah, Trump qui vont être désignées, ou Poutine, ou bah, Q, hein, la personne, Oui, entre guillemets, qui est à l'origine de ça. Mais en soi, enfin, IRL, j'allais dire dans la vie physique, ça se structure plus de manière très horizontale, oui, c'est quoi. vrai. Mm. C'est à la fois sur les réseaux sociaux, comme ça, très, très diffus, et puis à la fois dans la vie réelle, puisque tu as des groupes qui se rassemblent. Donc, c'est pas systématiquement vertical, mais quand même, à un moment donné, tu sens bien que ça pointe vers une figure d'autorité à un moment ou à un autre. Parce que même dans QAnon, si certes c'est très diffus horizontalement, tu as toujours une référence à une source ultime. Toi, par exemple, QAnon, c'est Q la source. On ne sait pas si c'est un mec qui existe vraiment ou si c'est plusieurs mecs, ou on ne sait pas trop ce que c'est à la fin, mais tu as quand même ce référentiel. Il y a D'accord, quand il même, y a besoin d'une mythologie où il y a quelqu'un qui est au-dessus des autres ou qui est magnifique. a priori, sinon je ne vois pas plus d'exemples horizontaux que celui-ci, donc a D'accord. priori, tu as quand même toujours une référence in fine qui est plus ou moins réelle, mais qui est Oui, parce que même dans les systématiquement dérives, rejetée. ouais, même dans les dérives thérapeutiques, les thérapeutes font référence à telle ou telle personne qui a développé telle thérapie il y a 1000 ans, et c'est C'est assez ça. fréquent quand même. Ouais, Et c'est ultra fréquent, puis voir, ça va au-delà, hein, ça va être des références des fois à du channeling, donc à des extraterrestres ou autres. ouais, Il n'y a pas tellement de limites dans les pratiques de soins non conventionnels, c'est le d'accord. problème. Et tu disais que la porte d'entrée, il y avait beaucoup le soin. Alors, question, là c'est très personnel, c'est juste parce que je regarde des vidéos à la con sur Internet. Le coaching, est-ce qu'il y a des portes d'entrée au dérive sectaire par le coaching? Parce qu'il y a des coachs qui font des conférences, qui mettent les gens dans des états bizarres, qui leur font dépenser 5000 $ pour aller dans des conférences. Ça me paraît bizarre quand même en fait. Est-ce que le coaching et dérive sectaire, ça peut aller ensemble ou pas? Oui, ouais, complètement. Ça a été dénoncé comme tel plusieurs fois par les individus, il n'y a aucun doute. Alors effectivement, on a moins la tendance à relier ça au coaching parce qu'on a l'impression, pardon, au spirituel ou au religieux parce qu'on a l'impression que ce n'en est pas. Mais il y a quand même beaucoup de thématiques spirituelles dans le coaching relié au New Age, avec la loi de l'attraction, la pensée magique, diverses et variées. Ah oui, et moi j'en ai, ils prennent des concepts TCC ou de la science et ils en font une version loi de vie absolument qu'il faut suivre et que du Ouais. coup il va vous expliquer la vie dans ses conférences. Ouais, ouais, la loi de l'attraction, c'est vraiment un truc que tu retrouves vraiment. Donc, ils vont la justifier par tout ce qu'ils peuvent. Dès qu'ils peuvent faire du pseudo-scientifique, ils vont le faire. C'est un petit peu comme en psychogénéalogie, tu vas vite justifier le truc par l'épigénétique, quoi. Mm. Ça n'a rien à voir, ça a milieu d'expliquer le truc, mais tu vois, tant que tu peux te raccrocher à de la science, ça peut être classe. Et au pire, si tu peux pas te raccrocher à de la science, bah t'inventes. Tu vas inventer un lore spirituel quelconque. La loi de l'attraction, vraiment, dans le coaching, c'est hyper fréquent. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que tu penses, bah, des choses vont arriver dans ta vie de tous les jours.
Si tu as des pensées positives, bah, tu vas sans doute bénéficier de choses positives. Et inversement, si tu as des pensées négatives, il va t'arriver des choses négatives. Effectivement, dans les TCC, on sait qu'il faut combattre les pensées automatiques parce que ça a tendance à laisser les gens comme ça dans un champ de pensée qui peut les maintenir dans comment dire, en déprime, voire en dépression. On le sait bien, mais eux, ça va beaucoup plus loin parce qu'eux, ils vont t'expliquer que c'est de la physique quantique. Hein. C'est que tu interagis avec les atomes et Oui. que du coup, l'univers se met au pas devant toi, hein, en gros. Hein. Bah, Là aussi, il n'y a pas de limite. Hein. mm. Le problème du coaching, c'est que tu n'as pas de limite non plus. Donc, les mecs peuvent aller chercher les explications les plus pétées, les plus magiques. Et en face, ils ont un public parce que les gens vont être moins sur leur garde parce qu'on n'estime pas que c'est un milieu sectaire. C'est un milieu quoi, de développement personnel, de performance au travail, voire même parfois, même très souvent, c'est validé par l'entreprise, puisque parfois les coachs rentrent dans l'entreprise parce qu'ils ont été validés par la direction, qui vérifie rien. Et donc, bah, les gens sont en mode sécuritaire. Ils se disent là-dedans, c'est bon, il n'y a pas de problème. Quoi. Au pire, ça sera peut-être un peu bizarre, mais tranquille. Et là, il y a énormément de dérives sectaires dans le milieu du coaching. Tous les coachs ne sont pas des gourous en puissance, on est d'accord. Hein. Mais ça va très très vite dans ce milieu-là parce que les gens, encore une fois, sont en errance, comme je te le disais. Là, c'est une errance de développement personnel. Ils estiment qu'ils ne sont pas assez bons. Ils estiment, par exemple, souvent en plus, tu as un système un petit peu dans les entreprises qui renvoie la responsabilité du mal-être des salariés à leur responsabilité personnelle, en disant ça ne vient pas de la hiérarchie ou du système ou du fait qu'on vous fait bosser sur des trucs de merde ou dans un rythme de fou. Ça vient de vous, c'est que vous ne pensez pas bien, vous n'êtes pas dans le bon mindset. Donc c'est un peu pratique pour tout le monde, tu vois, ce truc-là. Bah, c'est important. Moi, je fais le lien avec les techniques de manipulation subtile, puisqu'à partir du moment où tu dis à quelqu'un qui doit avoir tel type de pensée est positif, tu le coupes d'une partie de lui-même. Par exemple, la partie qui dit bah, mon syndicat me défend pas, mon boulot c'est de la merde. Et donc, en fait, tu lui coupes d'une partie importante qui lui permet de s'auto-défendre. Et c'est là que commence, tu vois, le dévoiement ou, comme tu dis, l'assujettissement. C'est-à-dire qu'on te coupe de l'idée que tu dois te défendre, rien qu'en pensant que c'est toi qui as un problème qui doit penser positif. Et c'est con, ça a l'air subtil. Le manipulateur, il se dit pas, oui, c'est vrai que c'est un peu con ce que je fais parce que je leur coupe d'une partie d'eux-mêmes, mais en fait, ça peut prendre. Et on commence déjà à rentrer dans un processus où on change nous-mêmes. Complètement, complètement, mais tout ça, c'est toujours la même chose. Il faut toujours prendre du recul sur est-ce qu'on veut me faire croire est-ce que ça vient vraiment de moi le problème ou est-ce qu'on veut me laisser entendre que ça vient de moi le problème? Parce que comme ça évite de remettre en cause un problème qui est externe, tu vois, Mm. qui peut être hiérarchique, qui peut être du harcèlement, qui peut être tout un tas de trucs. Et bien, effectivement, il faut toujours avoir cette capacité de prendre du recul, quoi. Savoir pourquoi on pense ce qu'on pense, toujours par un exercice un peu métacognitif. Et pour ça, il faut bien se connaître, en fait. Puis, il faut bien connaître, ben, quand on se connaît bien, on connaît aussi bien les autres, parce qu'on on est tous, enfin, on n'est pas tous pareils, on n'est pas des robots, mais on a tous un peu les mêmes réflexes cognitifs. Je dis pas que c'est facile, hein, mais déjà en prenant du recul, on évite certainement un certain nombre de situations. Bon, ben, tu vois, pour la petite histoire, d'ailleurs, il y a un film qui sort comment il s'appelle, Pierre Ninet, qui s'appelle Gourou. J'ai C'est dans le entendu milieu du parler coaching. que, oui, j'ai entendu parler notamment par le fait que sa conjointe, si j'ai bien compris, est aussi dans des, pas dérives thérapeutiques, je peux pas juger, mais dans des bails chelous. Ouais, c'est-à-dire que je pense que l'intérêt de son film, il est là. Oui. Ça semble intéressant, mais je sais pas, ça se trouve, il sera pourri, mais en tout cas, de dire, de partir du mot gourou et de le relier au coaching, c'est intéressant. On va voir ce que ça donne ensuite au niveau du film. Après, effectivement, comme tu dis, il y a une petite discussion autour du fait que sa compagne, à Pierre Ninet elle-même, est peut-être elle-même un gourou. On ne sait pas trop, quoi, en fait. Ouais. Donc, est-ce qu'il s'en rend compte lui-même? Est-ce que c'est un message pour elle? Ou est-ce qu'il n'y a pas de problème et elle n'est pas dans une dérive secteur? Je ne sais pas. Ouais. Si on J'ai essaie j'ai d'être pas- hyper pragmatique, bon, c'est difficile parce qu'on n'a peut-être pas assez de recherche dessus, mais par exemple, sur l'emprise psychologique, le contrôle coercitif, on a toute une liste de comportements, de types de manipulation qui sont les plus fréquents dans le couple. On a une liste, effectivement, comme le violentomètre, de red flag, de orange flag, en disant attention, si vous ressentez ça, s'il y a ça qui est en face de vous, il y a un truc bizarre. Là, Ouais, moi, il y a un test que je fais très souvent, que je dis aux patients, c'est la personne que tu as suivie tout à l'heure qui a dit je suis pas d'accord, et on teste la réaction de la personne avec qui on n'est pas d'accord. Et si elle est pas contente qu'on soit pas d'accord, il y a un problème. En général, c'est un signe de manipulateur potentiel. Est-ce qu'il y a des gros signes, des manipulations qui sont grosses, les plus grosses manipulations qu'on peut identifier et qui sont liées aux dérives sectaires, comme on pourrait le faire dans le couple. Par exemple, le contrôle des amis, du conjoint ou le contrôle financier.
Ça, c'est des gros red flags. Est-ce qu'il y en a dans les dérives sectaires qu'on pourrait dire, allez, ça, c'est vraiment technique de manipulation basique, c'est la plus fréquente, il faut y faire gaffe. C'est exactement les mêmes en fait. Ouais, C'est-à-dire que ce qui est hyper intéressant, c'est de partir de tout ce qui est facteur externe, comme je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire déjà de voir si la personne elle a moins la maîtrise de ses moyens de paiement, elle a la maîtrise de son emploi du temps, est-ce qu'elle a la maîtrise de ses relations sociales, est-ce qu'elle a la maîtrise de ce qu'elle veut faire dans la vie, est-ce qu'elle a la maîtrise de ce qu'elle bouffe, est-ce qu'elle a la maîtrise de son sommeil, enfin tu vois tous ces trucs-là. oui, Effectivement, ça, ces choses-là, déjà, c'est des indices. C'est pas suffisant hein, pour la dérive sectaire. Pour moi, c'est pas suffisant non plus pour les thématiques d'emprise au sein du couple, parce qu'il y a des phénomènes psychologiques de manipulation qu'il faut aller chercher en plus. Surtout si on veut aller au pénal, il ne faut pas oublier qu'au pénal, on parle de suggestion psychologique. Donc on a des choses qui se passent en interne, sans renvoyer encore une fois la responsabilité vers la victime, mais juste pour dire, bah, à un moment donné, la victime, elle a un cerveau. Donc il y a forcément une influence extérieure dans son cerveau. Et est-ce que cette influence est de la manipulation? Il faut aller le chercher. Mais l'avantage du contrôle coercitif, c'est qu'il nous donne des indices d'anormalité. C'est-à-dire déjà, si la personne gère pas du tout son emploi du temps, ne peut pas voir les gens qu'elle a envie de voir, etc., ça permet déjà à la personne peut-être de fixer les petits déclics qu'on disait au début. oui. De dire ça, déjà, c'est peut-être pas normal. Je sais pas, hein. Interrogez-vous là-dessus. C'est peut-être pas normal que vous n'ayez pas le droit de faire tel boulot, ou de vous habiller comme vous voulez, ou d'avoir tel temps de sommeil. Bon, bref, c'est du cas par cas après. Ils y seront pas tous, évidemment, hein. Mais voir, il n'y aura peut-être pas des fois de facteurs externes, mais en général, il y en a. Et à partir de là, la personne va peut-être commencer à se dire, bah, ça, déjà, c'est pas moi qui choisis. On me dit, j'ai pas pas le droit de faire tel taf ou d'aller voir telle personne. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui sont pas normaux? Ensuite, un peu plus en interne, c'est-à-dire dans ma relation psychologique avec la personne avec qui je suis, ou bien dans le groupe dans lequel je suis. Et là, typiquement, ben, c'est là où on peut commencer à renseigner les gens, parce qu'en fait, il faut beaucoup d'esprit critique là-dedans, et leur dire, ben, vous savez, vous pouvez être manipulé sans vous en rendre compte aussi. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir votre libre arbitre, par exemple, d'avoir acheté tel produit dans tel salon du bien-être, mais il n'est pas impossible qu'on vous ait manipulé pour que vous l'achetiez, parce que c'était peut-être l'objectif qui était caché dès le début. Et là, la personne, elle est obligée, c'est un travail, elle aussi d'enquête à son niveau. Elle est obligée de tout reconstituer, tu vois, de dire, ah ouais, est-ce qu'en fait, cette formation, je l'ai faite, mais est-ce que j'avais vraiment envie? Tu vois, c'est un peu comme typiquement dans. Il y a beaucoup d'arnaques chez les personnes âgées, et parfois, elles se retrouvent à acheter des canapés, des matelas à des prix de fou, tu sais, Les parce qu'on. livrets A, alors qu'elles vont bientôt mourir. À l'époque, tu sais, les grosses encyclopédies, les mecs qui passaient chez toi, ils vendaient des Mm. encyclopédies, des grosses encyclopédies et tout. Et tu pouvais te dire, mais est-ce que j'en avais besoin, en fait, de ce produit-là? Et est-ce qu'il était à un juste prix ou est-ce que je l'ai surpayé? Parce que sur l'instant-là, on m'a dit que c'était son prix, mais en fait, j'ai pas été vérifié le prix. Tu vois, c'est ce genre de truc. Mais le fait de partir du contrôle coercitif comme ça permet déjà peut-être à la personne de se dire, il y a un truc qui est pas tout à fait normal, un petit peu, tu sais, comme le coup de mon rythme là chamanique et de se dire alors il y a peut-être d'autres trucs un peu plus profonds dès le début de notre relation psychologique, j'allais dire, notre relation affective et tout ça, mais qui était peut-être pas tout à fait non plus normal, quoi, en Ouais, fait. en gros, il faut s'y Et connaître en manipulation de manière générale, parce que c'est les mêmes ouais, mécanismes dans la manipulation des dérives sectaires ou dans la manipulation de couple ou d'un groupe sportif. selon moi, oui. Ouais, Selon moi, ok. oui, complètement. Alors après, à différentes échelles, il y a différents objectifs, y compris à des échelles beaucoup plus impactantes, comme une certaine forme de radicalisation étatique qu'on peut voir. Hein. Mais ça se recoupe, quoi. Bon, bien sûr, c'est du cas par cas, chaque personne est Mm. différente, chaque dossier est différent, mais finalement, les ficelles, elles sont là. Et en effet, il faut inviter les gens à se renseigner là-dessus à minima, ne serait-ce que basiquement sur ce phénomène de soumission à l'autorité de Milgram, quoi. Toujours se dire, mais pourquoi je considère que cette autorité est légitime et est-ce qu'elle l'est vraiment? Dans d'autres circonstances, est-ce que j'aurais fait ce que j'ai fait là? Je ne dis pas qu'il faut remettre en cause l'autorité tout le temps, quoi. Hein. Il y a des formes d'autorité qui sont légitimes. Basiquement, comme je disais, à un feu rouge, c'est bien de s'arrêter quand même, parce que sinon c'est dangereux. Bon, par autorité, on nous dit qu'il faut s'arrêter au feu Ouais. rouge. Et après, on nous explique pourquoi. Et est-ce Mais qu'il des fois, c'est pas aussi ouais. clair que ça. Est-ce qu'il y a des mouvements religieux qui sont considérés comme des dérives sectaires? Parce que tu disais, par exemple, il y avait l'Église évangélique, et tu fais bien la différence, il y a l'évangélique classique et une dérive sectaire sur laquelle tu as enquêté. Est-ce que il y a bien des mouvements distincts dans l'histoire des religions, ou alors c'est une religion qui tout d'un coup, il y a un groupe qui dérive? Ça fonctionne comment? Ça, c'est toujours la question qui tue, c'est la différence.
Ah oui, c'est quoi le truc classique? Les religions, c'est des sectes ou pas, c'est ça? Non, mais toujours dire, les gens demandent, c'est quoi la différence entre une religion et une secte? Le problème, c'est qu'il y a plein de réponses dans plein de champs de travail différents, sociologie, histoire des Ouais, bon, on va religions. pas se lancer dedans, écoute, du Non, coup. mais Ouais. si, un élément de réponse pour moi, juste parce que je ne vais pas forcément éviter le truc, mais bah, pour moi, dès l'instant où déjà un champ de croyance s'insère dans sa sphère sociale, c'est-à-dire respecte ce que je disais tout à l'heure, un certain nombre de lois et règlements, respecte l'intégrité physique, Hmm. respecte l'intégrité morale, respecte le choix, par exemple, de l'orientation sexuelle, basiquement, le choix de l'orientation politique ou ce genre de trucs, ben, déjà, on s'éloigne de la dérive sectaire, on s'éloigne de la secte, quoi, en gros. Hein. Certaines religions ont su faire preuve de ça, d'autres ont un peu plus de difficultés. On voit bien qu'on a parlé, par exemple, des thérapies de conversion dans un certain nombre de religions qui obligeaient les croyants, en fait, de soigner leur Oui. homosexualité par des thérapies parce que, pour une raison ou pour une autre, ben, c'était pas bien d'être homosexuel, c'était soit le mal, soit une maladie, peu importe. Ça, maintenant, c'est interdit par la loi. Mais tu vois, la loi est venue, quoi. La Oui. loi est venue quand même pour dire, ben, si vous voulez être considéré comme une religion et pas une dérive sectaire, ça, faut pas le faire. Donc, en fait, pour moi, la différence, c'est ça. C'est dans un certain nombre de comportements, c'est quand la religion arrive à se dire, ces comportements-là, en tout cas en France, parce que je n'ai pas la prétention de parler ailleurs, hein, la scientologie est reconnue comme une religion aux États-Unis, pas chez nous. Bon, ben voilà, hein. En fait, tout dépend de la société dans laquelle on vit. Mais moi, je connais que bien le système français, mais beaucoup moins ailleurs. Mais en France, c'est de dire, est-ce que vous arrivez à vous plier à ce qu'on vous demande? Que typiquement ça, par exemple, vous portez atteinte à une loi qui est le choix de l'orientation sexuelle, vous n'avez pas le droit de vous imposer là-dessus. Et si la religion accepte de revenir en arrière là-dessus, ok, tu vois, tu vois bien qu'il y a une différence entre un groupe sectaire qui, lui, va dire bah, je m'en fous, je fais quand même comme je veux, et une religion qui va dire ok, on se plie du coup aux règles françaises, et ça, on ne le fait plus. Hmm. Pour moi, c'est ça le marqueur. Ouais, d'accord. Bon, alors, question très compliquée. Je vois à quel point méthodologiquement c'est scientifiquement difficile de répondre, mais est-ce qu'on a à peu près un chiffre ou une estimation de combien il y a de manipulateurs qui le savent, qui manipulent? Clairement, ils savent très bien dans leur tête, oui, bon, je vais leur prendre leur fric, et de ceux qui croient réellement à un système de croyance, mais ils mettent en place des manipulations parce que depuis qu'ils sont petits, bah, ils le font. Et on manipule des fois sans s'en rendre compte. Ben, on donne des faux choix aux gens sans s'en rendre compte. On insiste un peu trop des fois sans s'en rendre compte. Donc on peut manipuler sans s'en rendre compte parce que c'est un comportement humain basique chez plein de gens. Bien Est-ce qu'on sûr. sait à peu près la proportion et comment ça se passe, et toi, ou alors la proportion dans ce que tu as vu toi? C'est une super question, parce que ça permet de répondre à plusieurs trucs, Mm. mais c'est vraiment une super question, parce qu'effectivement, bah, on a toujours cette image d'Épinal du gourou très très méchant, ou du gros gros charlatan qui te vend une thérapie de merde juste pour se faire du pognon. Mm. Et finalement, te sortir une statistique, j'y arriverai pas, parce que pour le coup, je pense qu'il n'y a absolument aucun chiffre là-dessus. Moi, selon mon expérience juste personnelle, donc il vaut ce qu'elle vaut, de ce que j'ai croisé dans ces dizaines d'années, et puis par rapport à ce que j'en lis dans la Névilude ou dans les Mm. colloques et tout ça, ben finalement, le gros manipulateur très très méchant, ou dans la dérive thérapeutique, l'équivalent, on va dire, le charlatan qui sait très bien qu'il te vend de la merde, qui te met en danger, mais qui le fait quand même, ben c'est ultra rare en fait. Mm. C'est hyper rare. Comme ça, spontanément, je te dirais, c'est peut-être 1 sur 10, mais même pas, quoi. Ouais. Je pense que la plupart, comme tu le dis, la manipulation, c'est quelque chose qui est spontané, qui n'est pas forcément, c'est neutre la manipulation, c'est pas forcément négatif. Donc, ben, on fonctionne comme ça, nous, l'être humain. Donc, assez spontanément, on va utiliser différentes techniques de manipulation pour obtenir un petit peu ce qu'on veut, ne serait-ce que persuader. Et donc, ça s'installe facilement. Donc, on ne peut pas reprocher à des gens, comme je te disais, qui ont le droit de faire un certain nombre de métiers dans des thérapies un peu quand même très folkloriques. On ne peut pas leur reprocher de faire ces métiers-là. On peut encore moins leur reprocher d'y croire. C'est la moindre des choses, tu vois, que ce ne soit pas des charlatans. Bon, voilà. Le gros charlatan, bon, ben, effectivement, enfin, je vais revenir là-dessus. Mais on ne peut pas leur reprocher, du coup, d'y croire à minima, d'être honnête, quoi. Et donc, comment on pourrait leur reprocher d'essayer de persuader un maximum leur passion? Puisqu'ils pensent que leur matière est super, ils sont honnêtes, et donc, invariablement, à un moment donné, ils vont finir par manipuler, au sens vraiment neutre du terme psychosocial, pour que la personne soit persuadée que cette technique thérapeutique, ben, c'est la mieux. C'est là où, du coup, la loi a essayé de borner. Et c'est là où je te dis qu'il faut à la fois aller voir du côté du comportement du manipulateur et surtout des conséquences. En fonction des conséquences, la manipulation sera plus ou moins punie. Et c'est là où la dérive thérapeutique a dit bah, ok, vous croyez dans votre truc, pourquoi pas,
mais pas de prétention magique et ne détournez pas les gens des traitements conventionnels, même si vous n'y croyez pas, vous n'aviez pas le droit. Ouais, donc c'est la nécessité d'avoir des garde-fous qui permettent de dire, ok, tu crois ce que tu crois. Par Oui. contre, là, tu fais trop de mal aux gens, il y a trop de risques de faire du mal aux gens, donc t'arrêtes là et que la loi soit là pour le dire. Alors ça, c'est pour les conséquences juridiques. Ouais, Moi, après, j'ai pas la prétention de dire au niveau des conséquences psychologiques, franchement, ça me dépasse. Mais au niveau des conséquences juridiques, ben oui, il faut borner au moins par rapport aux conséquences parce que le fil est tellement ténu, c'est tellement compliqué d'avancer sur le chemin de la manipulation qu'il faut parfois aller chercher les conséquences. Et je dirais de toute façon, au pénal, le mobile, en fait, rentre très peu en ligne de compte en pénal en général. Il y a parfois quelques jurisprudences qui ont été voir le mobile, c'est-à-dire pourquoi la personne commet cette infraction-là. Dans le vol, par exemple, parce qu'on va faire une différence entre quelqu'un qui vole de manière vraiment, genre il vole des bagnoles oui. dans une thématique de trafic, et quelqu'un qui va voler de la nourriture parce qu'il n'a pas de thune, il faut qu'il se nourrisse. Il commet la même infraction, il risque la même chose, mais là, le mobile va faire qu'on ne va pas le punir de la même manière. Mais c'est assez rare, tu vois. Ça va être dans ces cas de figure-là. Dans le cadre de l'abus de faiblesse par suggestion psychologique, même la suggestion psychologique tout court aujourd'hui, ben, le mobile, on s'en fout un peu dès l'instant où ça va générer, puisque c'est la conséquence qui est inscrite dans la loi, une altération de la santé physique et mentale. Si ça Ouais. génère une altération de la santé physique et mentale, ma foi, l'infraction est constituée. Donc Et même juridiquement, on si... s'en fout de toute façon des intentions de la personne et bah, de si elle veut Exactement. arnaquer pour l'argent ou alors si elle le fait parce qu'elle y croit vraiment. C'est pas le Ça souci. peut avoir un intérêt criminologique, sociologique, Ouais. pour essayer de combattre le phénomène, bien sûr. Mais en termes juridiques, même si la personne dit moi, j'avais pas d'intention de lui prendre tout son pognon, je suis pas un charlatan, je crois vraiment dans ce que je dis et dans ce que je fais, Mm. ça ne la protégera pas. Si les conséquences juridiques sont là, les conséquences juridiques sont là. Ouais. Après, je suppose que c'est comme pour toute forme de violence. Même si on subit une violence ou qu'on a une dérive sectaire, des fois, c'est pas assez pour qu'en fait, il y ait des conséquences juridiques. Je vois par exemple les violences familiales. Il y a plein de gens qui me disent, ouais, mon frère, il est un peu con avec moi. Mais on apporte ça aux tribunaux. Les tribunaux, ils vont vous dire, on s'en fout qu'ils vous traitent de teubé depuis 20 ans. Par contre, ça Bien reste une sûr. violence. Et ça reste qu'il faut s'en défendre. Mais Ça, le juridique s'en fout. c'est ça, c'est le fameux élément moral. En fait, dans une infraction, pour qu'elle soit constituée en France, hein, tu as trois éléments. Il faut que tu aies un élément légal, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle existe, il Mm. faut qu'elle soit inscrite dans un code. Tu as un élément matériel, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle se déroule sur le terrain matériellement. Et un élément moral, la fameuse intention de nuire un peu. Mais c'est là-dessus où, effectivement, en fonction du niveau d'intensité de l'intention de nuire, eh ben, l'auteur sera forcément jugé plus ou moins sévèrement. Ouais. Pareil s'il y a des thématiques de récidive, puisqu'on va considérer que cette personne-là est incapable de ne pas faire ce qu'elle est en train de faire, elle le répète. Et donc, c'est là où ça peut être intéressant, effectivement, de savoir ce qu'a dans la tête quelqu'un qui manipule. Les conséquences seront plus ou moins importantes par rapport à, j'allais dire, sa punition Ouais. pénale. Ou les thématiques, par exemple, de repentir actif au pénal. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, des fois, face à la justice, finissent par dire effectivement, j'aurais pas dû faire ça, je suis désolé, je ne le referai pas. Ça s'appelle le repentir actif. Bon, ben là, ça joue hein, dans l'échelle de peine, tu auras moins. Et c'est clairement inscrit dans le code de procédure pénale pour inciter les gens, pareil, à réfléchir à leur comportement. On laisse aussi une voie de sortie aux auteurs en disant vous avez conscience là, quand même, qu'à un moment donné, ces moyens, vous détournez ou bien vous manipulez, ou il y a un système pyramidal pour que les gens aient une porte de sortie. Bon, il y en a certains, ils sont irrattrapables. Hein. Et, Mais juste pour finir, pour revenir sur ton travail, dans toutes les infiltrations que tu as faites et les caméras cachées, est-ce que tu arrives à avoir des techniques de manipulation ou des exemples de manipulation qui permettraient aux gens bah, de voir, ah oui, et du coup, ça, effectivement, il faut y faire gaffe. Ce type de discours, il faut y faire gaffe. Ah tiens, quand la personne, elle me répond comme ça, sans vraiment répondre à ma question, il faut y faire gaffe aussi. Est-ce que tu as eu est-ce que tu as pris sur le vif des techniques de manipulation, intentionnelles ou pas, on s'en fout, mais des gens qui ont été manipulés ou qui ont tenté de te manipuler? le plus fréquent, et comme je te dis, hein, encore une fois, dans le milieu de la santé, c'est là où c'est le plus massif. Mais ça, donc depuis bien avant le Covid, puisque le Sénat s'était interrogé dans un rapport d'enquête sénatoriale en 2013 sur les dérives sectaires dans le champ de la santé. Donc tu vois, ça date. Hein. Même la Miviludes avait sorti un guide avant, en 2012, guide santé et dérives sectaires. C'est clairement là où les faits de manipulation sont les plus efficaces et rapides, parce que les gens ont peur. La peur, c'est un gros moteur. La peur, c'est déjà un gros moteur de biais cognitif. C'est un gros moteur de biais de confirmation. Et donc, derrière, installer des techniques de manipulation,
c'est hyper facile dans le sens où on peut vite s'appuyer sur quelque chose qui est réel, c'est-à-dire que la médecine, comme je disais, marche pas bien, les hôpitaux marchent pas bien, les médecins n'ont pas assez de temps, et donc les gens se considèrent, parfois à juste titre, hein, déconsidérés, pas assez écoutés, et donc là, le plus efficace, c'est de les accueillir plus en face par une thérapie ou un champ de croyance qui est rassurant, où on les prend en compte globalement, où on les écoute et où voire même on leur propose des choses un peu magiques, quoi, hein. On leur propose des solutions un peu uniques qui vont régler un peu tous leurs problèmes. D'accord, donc C'est- c'est- c'est une réponse à l'errance. Ce que tu as le plus vu comme technique, c'est je suis là pour te guider. Ah oui, Ouais, définitivement. ok. Ouais, dans tous les champs de croyances, clairement. Hmm. Ok. Bon, est-ce que tu as des choses à rajouter ou pas? Ça a été bordélique, mais c'est pas grave. Est-ce que tu as des choses qu'on aurait oubliées pour toi? Non, non, ça n'a pas été trop bordélique, je trouve. Moi, peut-être que je l'ai été, mais toi, pas trop. Non, je trouve qu'on a, bah, avec le temps imparti, c'est toujours compliqué. Moi, c'est vrai qu'en plus, je digresse beaucoup, donc j'espère que j'ai été clair. Je pense qu'on a fait un peu le tour sur un peu tous les mécanismes. Mais voilà, ouais, juste ce point vraiment à s'interroger, c'est toujours de se dire, les gens devraient toujours s'interroger pourquoi ils choisissent de prendre cette décision-là. Je dis bien le terme choisir, parce que les gens pensent toujours choisir. Est-ce qu'ils, du coup, ils ont vraiment choisi? Voilà, qu'ils posent vraiment sur le papier, dire pourquoi je l'ai fait, de temps en temps. Pourquoi j'ai pris cette décision-là, pour essayer de prendre du recul et se dire est-ce que finalement il n'y a pas eu des influences internes, externes, est-ce qu'il ne s'est pas passé un truc, et vraiment déterminer tous les acteurs qui sont autour de cette décision. Je pense que c'est vraiment ça qui protégera au mieux les gens, et puis de faire la même chose pour des proches, hein. S'ils voient des proches qui ont changé, vraiment essayer de voir si le proche a vraiment choisi, et essayer de voir eh ben, est-ce qu'il n'y a pas eu des influences autour qui font que son choix, il n'a peut-être pas été quand même super éclairé ou super pris de manière complètement, j'allais dire, libre et éclairée. Ouais. Et puis si je comprends bien que vu que l'errance, c'est une porte d'entrée très très forte, moi je conseillerais de garder en tête toujours l'idée que même si quelqu'un nous paraît sain, ou comme, même moi, hein, par exemple en tant que psychologue, il faut toujours garder en tête l'idée que sa solution n'est peut-être pas la solution ultime à tous nos problèmes et qu'il faut toujours chercher ailleurs et rester ouvert à autre chose. Complètement. Toujours s'en remettre à un collectif, comme fonctionne fonctionne, pardon, la science, hein. Ne pas se dire un seul mec a la réponse à tout. Il peut, hein, ça peut être le cas, hein, mais toujours essayer de voir si d'autres personnes aussi ont des réponses. Et comme tu le dis, quand on est en errance, quand on est en mal-être de quelque chose, essayer de voir en effet plusieurs intervenants qui vont peut-être pouvoir nous aider, pas beaucoup chacun à leur échelle, mais collectivement finir peut-être par répondre à nos besoins. Parce qu'une personne seule, bah, il y a toujours le risque que ça ne soit pas forcément une bonne personne, Oui. effectivement. Bon, de ce que je comprends, ceux qui veulent aller plus loin, tu as plein de conférences qui ont été faites, notamment avec la psychologue avec laquelle tu travailles. Et donc, si les Ouais. gens veulent aller plus loin, bah, ils ont toujours peut-être des conférences plus adaptées à leurs questions et leurs questionnements. Ouais, c'est ça. Puis on sortira un livre là chez First au mois de février qui peut être sympa aussi, je pense, parce qu'il y aura toutes ces petites choses-là, des exemples et tout ça, des petits exercices pratiques. Voilà, Ah, le d'accord, tout. bah, je le mettrai en description quand il sortira, du coup. Ouais, carrément. Bah, le tout, c'est que les gens se renseignent un maximum, en fait. Bon, s'ils ont envie, hein, c'est toujours pareil, hein, pas d'obligation, hein, mais